Accueillir tout de suite notre invité de 9h, c'est le docteur Philippe de Chazourne. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Et merci d'être en direct avec nous pour la troisième fois quasiment depuis le début de cette crise sanitaire dans le département. Régulièrement, on fait des points donc avec vous sur l'évolution de la maladie, sur votre réaction, sur aussi les conditions de travail sur le terrain, puisque vous êtes généraliste et président de l'association Med-Océan. Il y a pas mal d'informations qui vous sont remontées régulièrement. Et la première question que je voulais vous poser, c'est somme toute la plus simple généralement, c'est comment est gérée cette crise sur le terrain. Les cabinets sont ouverts en ce moment, vous êtes dans l'incompréhension, dans la fatigue, ou vous avez bon espoir, surtout à La Réunion? Alors la question est simple, effectivement, la réponse beaucoup moins. Simplement, non, on en a quand même l'impression que ça commence à être à peu près bien géré, c'est-à-dire 2 mois après le début de la crise, et probablement en rapport avec tout ce qu'ont rapporté les médecins de terrain, les professionnels de santé de terrain, les patients et tout un tas de personnes. Donc enfin, on a l'impression qu'on va à peu près dans le bon sens. Alors oui, les cabinets sont ouverts, ils sont désespérément ouverts parce que la plupart sont vides, notamment chez les spécialistes, pour plein de raisons, notamment que beaucoup de publicité a été faite pour appeler le cas. Je suis régulateur au centre 15, je sais de quoi je parle. Ouais. Et donc, c'est terrible d'avoir des appels en disant, voilà, j'ai tel symptôme, et on leur dit, mais avez-vous contacté votre médecin traitant? Ah ben non. Et ah ben non, pourquoi? Parce qu'on a tellement fait peur aux personnes, qu'ils osent même plus se déplacer pour voir le médecin traitant. Or, les autres pathologies sont toujours là. Le Covid-19 a tué et a déjà tué beaucoup plus que le Covid-19 en lui-même. Et ça, vous voulez parler, pardon, vous avez eu un petit lapsus, je pense, Parler de la dengue, peut-être. La dengue? Ou de quelle maladie vous voulez parler? Parce que vous avez dit que le Covid-19 a plus tué que le Covid-19. Alors, le Covid-19, dans sa gestion de crise, a plus tué que le Covid-19 maladie. Donc, c'est pas du tout un lapsus, ça aurait pu l'être, mais ce n'est pas. Oui, justement. On comprenait pas bien, mais on a compris l'idée. On comprend un peu l'ironie aussi, maintenant. Vous avez raison pour la dengue. C'est effectivement la première priorité avec 4 décès, et ça, tout le territoire est en train d'être atteint, puisqu'il y en a sur Saint-Denis et même à Îlebourg. Ça va vite, semble-t-il. Donc, je pense que plutôt que compter tous les jours, dégrainer les cas de coronavirus, je pense que ce serait vraiment intéressant que l'ARS se penche sérieusement sur le problème de la dengue. Et oui, c'est la maladie, l'épidémie finalement qui circule actuellement à La Réunion, puisque on peut dire que le coronavirus, lui, ne circule pas. Écoutez, je demandais à mon associé, nous cherchons désespérément le premier cas de Covid-19 qu'on aurait pu avoir depuis 2 mois. On n'en a pas trouvé dans notre cabinet. On voit rien venir. Donc, existe-t-il? Bon, évidemment, c'est aussi là de l'humour. Mais néanmoins, 350 cas sur une population de 600, plus de 700 000 habitants depuis 2 mois. Alors, soit c'est pas du tout contagieux, mais dans ce cas-là, on arrête de dire. Peut-être que les mesures mises en place ont porté leurs fruits, comme le confinement strict, les mesures dès l'arrivée à l'aéroport. Vous ne pensez pas que ça a un peu aidé? Les mesures mises en place, elles l'ont été depuis que quelques semaines. Je rappelle quand même que l'aéroport et le port n'ont été fermés qu'il y a très peu de temps. Donc j'imagine, et c'est le bon sens qui me fait dire ça, qu'au moment du premier cas, c'est-à-dire, je crois, le 21 mars, il y avait le déjà 11 mars de mémoire. Le 11 mars, à La Réunion. Oui, à La Réunion. Il y avait déjà évidemment beaucoup de cas, sauf qu'on ne les testait pas, parce que pour être testé, il fallait appeler le 15, etc. C'est très compliqué. Donc il y avait des cas. Et donc si ces cas avaient été très très contagieux, j'imagine qu'on serait bien au-delà de 350. Alors l'effet du confinement peut-être, mais faut-il encore juger par rapport à une éventuelle placebo, comme on dit en médecine, pour les éventuelles études sur la chloroquine. Donc on n'en sait rien. Alors ceux qui diront que il n'y a pas eu la crise, c'est grâce au confinement, puis ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de cas, ils disent que oui, mais malgré le confinement, il n'y en a pas eu. Enfin, voilà. Alors 410 cas depuis le début de l'épidémie, 300 personnes guéries parmi ces cas. Et je voulais vous poser aussi cette question. Quel regard portez-vous sur les centres Covid? Parce que vous dites que dans les cabinets, il n'y a pas de malades. Peut-être aussi parce que des centres Covid ont été mis en place. Avez-vous eu des retours? Non, puisque ces centres Covid sont désespérément vides, d'après ce que j'en ressens. Et puis, c'est qu'on pourrait être considéré quand même un peu comme un détournement de patientèle, quand même, ces centres Covid. Je pense que quelqu'un de malade doit aller voir son médecin traitant. Dans un premier temps, il l'appelle. Ce sont des médecins généralistes qui prennent sur leur temps pour se retrouver dans ces centres Covid.
ils prennent sur leur temps, ils sont payés. Il ne faut pas croire que tout ça, c'est du bénévolat quand même. Hein. Alors, a priori, on nous disait que c'était compliqué au niveau de la rémunération de ces personnels. On a eu un appel d'un infirmier, notamment, qui travaille justement dans l'un de ces centres Covid à la Possession, par exemple. C'est très, très compliqué. Pour en avoir été en relation avec certains membres de ces centres, c'est très compliqué. Ils aimeraient être payés plus, sachant qu'encore une fois, les cabinets de médecins sont totalement vides. Donc, il y a un moment où il faut arrêter, quoi. Il n'y a pas de cas. Peut-être que ce sera utile plus tard, en espérant que ce ne sera pas utile, la mise en place de ces centres pour des centres des vaccinodromes dont on voit tous poindre l'horizon, avec des vaccinations obligatoires, si le confinement est très rude, et si évidemment l'immunité, dans ce cas-là, de par le confinement, ne pourra pas du tout être atteinte. Docteur Philippe, d'une logique. Oui, docteur de Chazourne, une question parce qu'elle nous a été posée un peu avant votre intervention par un auditeur tout à l'heure. Et vous avez un regard d'expert quand même. Vous êtes sur le terrain, mais peut-être je vais vous demander une analyse scientifique. En tout cas, si vous avez l'information, ça concerne la température à laquelle le virus disparaît. On a parlé de forte chaleur, si on fallait faire bouillir ou chauffer au moins à 60 degrés, notamment les masques. Et en ce qui concerne les températures négatives, alors il y a plusieurs courants qui s'affrontent, mais apparemment les températures négatives auraient plutôt tendance, d'après ce qu'on a pu lire, à conserver le virus. Par exemple, si on mettait le masque au congélateur, par exemple, ce serait pas une bonne idée. Est-ce que vous pouvez confirmer cette hypothèse ? Alors, j'ai aucune expertise dans la matière, mais je doute qu'en haut de l'Everest à 10 mm, il y ait quand même du virus. Donc, il faut arrêter de que tout le monde se dise un expert, et surtout d'arrêter ces personnes qu'on voit sans arrêt sur les plateaux télé affirmer des choses qui se révèlent parfois fausses le lendemain. Donc, je m'aventurerai surtout pas sur ce domaine. Mon expertise, et je l'ai toujours dit, c'est l'expertise du doute. J'ai un petit peu d'exercice de recherche, puis j'ai été beaucoup investi dans chikungunya, et on attend toujours la deuxième vague de chikungunya, qui avait été annoncée par maintes spécialistes, et qui n'a jamais eu lieu, pour X raisons. Pareil pour le H1N1, on avait dit qu'il y aurait des millions et des millions de morts dans le monde. Et donc pour le corona, c'est un peu pareil. Il faut avoir une deuxième vague pour une première vague. Et la première vague, pour l'instant, on l'attend toujours. On l'attend, et on attend aussi les appels des auditeurs au 02 62 234 567. Et on a deux auditrices, en l'occurrence, qui aimeraient vous poser une question, notamment Carole. Bonjour à vous, Carole. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je suis votre intervention là depuis le début. Donc moi, j'essaie juste de comprendre. C'est vrai, j'entends comme vous, j'entends qu'on ouvre des centres Covid. J'entends par ailleurs que le nombre de cas supplémentaires à La Réunion, il est très faible, 0, 1, 2. Donc ma question, c'est dans ces centres Covid, qui sont dépistés, puisque si on n'a que 1 ou 2 cas, manifestement, je suppose que quand on est dépisté dans ces centres Covid, ça remonte dans les informations officielles, et donc ça figure dans les cas qui nous sont égrenés tous les jours. Donc pour moi, il n'y a personne qui arrive dans ces centres Covid, ou très peu, peut-être 1 ou 2. Il y a personne qui sont dépistés Covid dans ces centres Covid. C'était ma première question. Et ensuite, la deuxième, c'est les 1 ou 2 personnes par jour qui sont dépistées. Moi, j'aurais aimé savoir, est-ce qu'on leur pose la question, est-ce qu'on cherche à savoir comment elles ont pu attraper cette maladie? Est-ce que c'est toujours en lien avec les personnes qui étaient déjà infectées, qui sont arrivées par avion, voilà, ou alors est-ce que on ne sait pas l'expliquer, et auquel cas ça voudrait dire qu'elles l'ont attrapé avec d'autres personnes qui sont malades et qui ne sont pas référencées, c'est pas le bon mot, mais qui ne sont pas identifiées. Donc voilà les 2 questions. La réponse de Philippe de Chazourne. Merci pour ces 2 questions. Donc la première question sur les personnes où il n'y a pas de Covid, il n'y a personne de testé, ça confirme ce que j'ai dit. Probablement que ces personnes qui gèrent les centres Covid aimeraient que ce soit plus, qu'il y en ait plus. Mais voilà, c'est un fait, il n'y en a pas. Donc il n'y en a pas. Et ni même dans les cabinets libéraux, puisque je l'ai dit, beaucoup de confrères moi-même n'en ont jamais vu encore. Et pourtant, sur certains signes cliniques qui étaient peut-être évocateurs, la toux, la fièvre, il y a eu etc., des suspicions quand même. Vous avez envoyé des patients pour faire des tests quand même. Très peu. Et les quelques-uns qu'on a fait, mais ça se compte sur les doigts de la main, sont révélés négatifs. Voilà. Bon. Pour la deuxième question, moi je me fie à ce que dit l'ARS, puisqu'ils ont toute une équipe qui essaye de remonter au cas contact, d'après ce qu'ils disent. Mais faut-il les croire? Je ne sais pas. D'après ce qu'ils disent, ce sont essentiellement des cas importés. Bon, je veux bien le croire. Mais je ne m'aventurerai pas non plus là-dessus, puisque je ne suis pas épidémiologiste. Mais il semblerait que la majorité des cas viennent de l'extérieur, ce qui motiverait la fermeture
de continuer la fermeture de l'aéroport, ce qui peut être une bonne solution, en tous les cas en surveillant de très près, pourquoi pas en les confinant, les personnes qui arrivent. Alors, je complète ce que nous disions tout à l'heure sur le virus, à partir de quand il disparaît. Il y a Christelle sur Facebook, on en profite pour la saluer, qui nous dit que pour les masques en tissu, alors c'est sûr que si on ne peut pas faire une machine tous les jours à 60 degrés, on pouvait utiliser notre fer à repasser, si le masque n'est pas sale, bien sûr. C'est vrai que chacun y va de sa petite astuce et les masques, finalement, ça reste une problématique aujourd'hui, y compris pour votre profession, docteur Philippe de Chazourne. On pourrait en parler plus longuement tout à l'heure. On va donner la parole à Janine, une autre auditrice sur le Standard, qui a une question également à vous poser. Bonjour Janine. Bonjour à vous, bonjour docteur. Donc j'ai une question importante à vous poser par rapport à l'intervention du Premier ministre Édouard Philippe mardi soir. Donc, par rapport à cette mesure, c'est-à-dire le déconfinement qui aura lieu le 11 mai à La Réunion, et pour que les usagers puissent se rendre dans les commerces, donc il faudrait porter le masque, et les responsables commerciaux peuvent ou non obligés à entrer dans leur commerce avec un masque, d'accord ? Et moi, ma question est la suivante. Pourquoi pas le port aussi du gant ? Parce que moi, par exemple, j'arrive dans un rayon de yaourt, je prends un pack, je désiste, je dis non, je veux plus de ce pack de yaourt, je vais le poser, et je vais le reprendre un autre pack. Mais j'ai déjà posé mes mains sur ce produit. Et l'autre qui arrive derrière, il va poser ses mains aussi sur ce pack de yaourt. Alors Janine, on prend vos remarques, vos observations, restez en ligne. Alors, docteur Philippe de Chazourne, l'important, c'est l'utilité du masque et même des gants. C'est aussi controversé, ça. Oui. Voilà. Alors, la réponse du docteur Janine, si vous voulez. Le port du masque n'est pas trop controversé. Je pense que c'est utile. Pour répondre à la question juste avant, est-ce qu'on peut les enlever à la chaleur ? Si on fait brûler le masque, on est sûr qu'il n'y ait plus rien. Voilà, c'est toujours des réponses un peu alambiquées que je vais faire, parce qu'en fait, j'en sais rien. Personne n'en sait rien. Il y en a qui affirment, mais sans forcément le savoir. Pour les gants, alors le gant, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas plus de microbes que sur un gant et on pense être propre. Vous savez, on a maintes fois démontré que pour une infirmière, c'est beaucoup mieux qu'elle se lave les mains longtemps avec du bon produit avant de faire un acte que mettre des gants qui est une fausse sécurité avec lequel elle aura touché d'autres matières, mais elle se sentira, elle en est effectivement en sécurité, mais pas forcément le patient. Donc les gants, non, il est admis que ça sert à rien. C'est une fausse protection qui peut devenir dangereuse. Hormis éventuellement pour les personnels de soins qui doivent faire tous ces gestes barrières et manipuler peut-être parfois des produits un peu chimiques ou quoi que ce soit. Bon là ça se comprend, il faut pas que ça n'entre sur la peau. Voilà Janine pour votre réponse. Merci pour votre appel. Docteur, merci à vous. Merci beaucoup Janine. Alors justement les gants et même les masques, il faut encore savoir les utiliser sans sous-estimer bien sûr la population qui peut s'adapter, qui peut avancer. Il faut savoir utiliser les masques parce que on peut facilement ramener les microbes au visage en touchant son masque, en le réajustant. Et ça c'est la problématique. Oui, alors si avec tous les spots sur tous les médias de France et de Navarre, on n'a encore pas compris ça, c'est un peu à désespérer. Bon, c'est le bon sens, c'est sûr que si on se sert du masque comme un mouchoir, c'est pas forcément la vocation de ce masque. Après, dire qu'attention, on se touche une fois le nez pendant 24 heures ou non, 3-4 heures, la durée du masque, et puis on est contaminant, il y a des choses où nous sommes tous des humains, et le meilleur scientifique, vous verrez au JT, qui va vous expliquer ça, probablement fera pas forcément tout correctement lui-même. Donc effectivement, il faut tenter, comme vous l'a dit, sortir pas les élastiques, etc. Mais il faut pas tomber aussi dans l'excès inverse. Oui. L'excès inverse, c'est quoi ? Pour moi, c'est de mettre sous plexiglas tous les nouveau-nés pendant toute la vie. Voilà, comme ça, ils seront protégés de tout. Et au moindre microbe, on verra comment... Il faut qu'ils fassent leur immunité quand même. Bon, bien sûr. Non, mais c'est là où c'est complètement ridicule. Il y a peut-être, j'en sais rien, il y a peut-être des virus qui restent sur des surfaces. Mais arrêtons de se propager de la Terre. Les virus ont été avant nous et nous survivrons. Nous arriverons jamais à bout de ce virus. Alors, docteur, et il va falloir s'adapter. Docteur Philippe de Chazourne, avant d'accueillir Thierry qui nous attend sur le Standard, une observation de Michael sur Facebook. Alors, il nous dit que le Covid-19 serait saisonnier, comme l'affirment certains spécialistes. En tout cas, il se pose la question, est-ce qu'on s'affole pas un peu beaucoup pour rien ? Enfin, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à Michael avant d'accueillir Thierry ?
Eh ben, pour dire que quelque chose c'est saisonnier, je pense qu'il faut déjà attendre au moins 2 saisons pour en être sûr. C'est tout bête, mais c'est du pragmatisme. Donc, quelqu'un qui dirait c'est saisonnier ou pas saisonnier, à mon avis, c'est tromper les gens, puisqu'on peut pas le savoir, par définition, c'est trop récent. Donc, peut-être l'est-il, peut-être l'est-il pas, et de toute façon, il faudra s'adapter avec. Oui. Alors, Thierry, sur le standard, bonjour à vous et votre question pour notre interlocuteur. Oui, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et bonjour au docteur qui intervient, puisque je pense qu'il a dit beaucoup de choses de bon sens, parce que je me demande à quoi jouent nos élus ou nos politiciens, parce qu'ils sont en train de nous maintenir dans la peur. Et aujourd'hui, avec ce confinement-là, on n'ose plus sortir. Est-ce que c'est la loi, étape... en fait. Oui, non, mais c'est la loi. Oui. C'est qu'on ne peut pas, déjà, oui, c'est sûr. Même si on ose, on ne peut pas. Voilà. La loi est mise en place quelquefois pour arranger aussi certaines personnes. Parce que je parle de confinement, la prochaine étape pour vous, docteur, est-ce que ce serait le vaccin? Parce qu'on nous parle beaucoup de vaccins et en ce moment, il y a un grand monsieur, Bill Gates, justement, il est en train d'investir pour pouvoir mettre le prochain vaccin en place. Est-ce que vous pensez que c'est le vaccin qui va résoudre ce problème-là, sachant que pour moi, c'est pas une bonne chose? Alors, pour répondre à la première question, on va aborder le problème des conflits d'intérêts, puisque normalement, n'importe quel expert qui s'exprime dans les médias doit vous dire s'il a ou pas des conflits d'intérêts. Donc moi, je n'ai personnellement aucun conflit d'intérêts. Par contre, le politique, le plus grand conflit d'intérêts, c'est qu'il a avec sa population. Et quand vous avez une population matraquée par les médias sans arrêt en disant attention, 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 la population qui dit surtout ne réouvrez pas les écoles, à quelques mois des élections, vous allez imaginer bien que ces politiques, que ce soit des locaux, puisque les municipales, je vous rappelle qu'elles vont bientôt avoir lieu quand même, le deuxième tour ou les deux tours, je ne sais rien. Enfin, bientôt, on ne connaît pas encore la date. Et les présidentielles bientôt. Ouais. Donc ce sont des gens qui surfent sur l'opinion publique. Et imaginez un instant, puisque c'est le fameux principe de précaution, imaginez un instant qu'une école, qu'un enfant qui a un problème dans une école, qui a reçu l'agrément du maire, mais le maire, il n'a aucune chance d'être réélu. Donc c'est le plus grand conflit d'intérêts, à mon avis, qu'il y a actuellement dans l'expertise de ces politiques, dans les décisions qu'ils prennent. Ensuite, par rapport au vaccin, évidemment que c'est la grande hantise. Je ne suis absolument pas anti-vaccinal. Je suis vaccinal pour certains vaccins, en fonction d'un argumentaire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on a confiné tout le monde, et évidemment, il y a eu pratiquement très peu de contact entre la population et le virus. Donc, l'immunité dont on parle sera probablement très faible. Peut-être qu'à La Réunion, grâce ou à cause de l'ARS qui a tardé à prendre des mesures de bon sens, on aura peut-être une immunité un peu plus importante d'ailleurs, je l'espère. Mais évidemment, si l'immunité est négative, eh ben, tous les pro-vaccinaux vont dire vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce fameux certificat d'immunité, ça y est, qui est mis en place, hein. Alors ils sont très embêtés parce que quelqu'un qui a eu le virus, on ne sait pas trop quelle immunité il a. Mais ce fameux certificat d'immunité, quand vous voudrez prendre l'avion ou même sortir de chez vous, hein, eh ben, si vous n'avez pas le certificat d'immunité disant que vous avez déjà un contact avec le virus, vous ne pourrez plus sortir, ni de chez vous, ni de votre territoire. Et comment on devient immunité? Comment l'immunité se fait par rapport à ce virus? Soit on l'a eu, avec des traces, soit on le vaccine. Donc, effectivement, la prochaine étape, à mon avis, ça sera la vaccination pour tout le monde, probablement obligatoire, et probablement en utilisant les outils qui sont en train de se mettre en place, les centres Covid, et ce fameux tracking dont on parle de plus en plus avec la notion de brigade, qui a été prononcée par le Premier ministre il y a 2 jours quand même, c'est quand même la première fois qu'on va demander via la CNAM, enfin via la Caisse d'assurance maladie, aux médecins libéraux, de tracer leurs patients. C'est-à-dire, en fait, on nous demande de perdre leur confiance, c'est-à-dire toute personne qui sera suspecte devra être testée et le résultat transmis aux caisses. Et grâce à l'article 47 de la loi santé, bien au-delà des caisses, ce sont les assureurs, avec un secret médical qui, sous prétexte d'urgence, sera totalement bafoué. Thierry, on va vous libérer. Merci pour votre question. Juste pour finir. Pour finir, vraiment. Juste pour finir, ça rejoint un petit peu ce que M. Attali disait, que nous irons vers ce nouvel ordre mondial et personne pourra refuser, au contraire. Et il y a une petite vidéo justement qui conclut ce que le médecin il dit. Ça s'appelle décryptage, quelques signes et retombées de la pandémie. Regardez ça de Jean-Jacques Kreuker.
qui Oui. dure 2 heures de temps et vous allez comprendre que ce vaccin qui va nous être imposé est une vraie dictature. Bonne journée Thierry. Et Bonne au journée, revoir, Ravi, en tout au revoir Thierry qui s'exprimait, voilà, qui avait un Heureusement regard. qu'on a un long week-end, 2 heures. Ça peut être long. Alors, oui, docteur de Chazourne, avant que Johanna vous pose une question, gardez-la bien en tête, Johanna. Oui, c'est vrai. Je voulais juste vous préciser et continuer à parler de ce tracing. Bon, on est d'accord que il y aura pas le nom du patient. Qu'est-ce qui est prévu dedans en fait, puisque vous dites que les médecins devront eux-mêmes finalement participer à ce dispositif. Ah ben, ils participeront s'ils acceptent, si c'est obligatoire. Et si c'est obligatoire, ben justement, nous allons avoir une réunion très prochainement avec la sécurité sociale pour savoir que faire par rapport à ça. Nous avons quand même une certaine indépendance normalement et surtout un respect et une confiance que doivent avoir les patients envers nous. Donc pour les patients volontaires, ça va. Mais imaginez un instant une personne qui tousse, qui a de la fièvre, qui vient voir son médecin et qui va se dire en y allant, je risque d'être testé. Si le test est positif, je vais être confiné. Je vais être tracé je serai en rouge, en vert, en orange sur tous les GSM de France et de Navarre. Ce en quoi, vous savez bien que les GSM, je vois pas bien comment on peut rendre anonyme comme ça, et un outil comme ça, et sans le nom des patients ou le numéro de téléphone. Donc ça, c'est vraiment se foutre de la tête des gens, et je crois que n'importe quel gamin de 10 ans pourra retrouver l'origine. Donc je crois que c'est le grand danger. Le grand danger, c'est ça. C'est pas du tout le Covid-19. Bien sûr qu'il faut s'y attarder et traiter et protéger nos personnes à risque. Le grand danger de cette crise, c'est la perte de la liberté. On le voit tous les jours un peu plus. Tous les jours un peu plus, c'est notre périmètre de liberté qui s'évanouit. Voilà, donc c'est ma plus grande crainte et la crainte qui est partagée par d'innombrables médecins, mais bien au-delà des médecins et des professionnels de santé. Johanna Martin. Oui, vous parliez donc, on reste aussi dans cette idée de psychose autour de la gestion de la crise. C'est ce que vous disiez, la conséquence directe finalement, on en parlait en début d'émission, c'est que les patients atteints d'autres pathologies ne se font pas soigner. Et ça, c'est un réel problème qui inquiète les services de santé. Est-ce que vous aussi, vous constatez un manque de suivi de la part de votre patientèle en ce qui concerne d'autres pathologies qui sont tout aussi importantes et qui pourraient empirer si elles ne sont pas soignées? Alors j'admire ces services de santé qui reprennent enfin ce qu'on dit depuis 2 mois quand même. Ça fait 2 mois qu'on dit, surtout ne plus appeler le 15, surtout venez continuer à voir votre médecin traitant ou votre kiné, votre spécialiste, tout ce que vous voudrez. N'arrêtez pas évidemment, mais on le crie sous les toits depuis 2 mois. Et enfin, M. Macron, dans sa dernière conférence de presse, a dit, mais oui, mais effectivement, il faut quand même penser aux maladies chroniques, etc. On a plusieurs cas. Moi, j'ai un cas d'un patient qui a dû être amputé parce qu'il avait peur de venir voir le médecin. Il est venu beaucoup trop tard. Et puis, dans un état de gangrène. Donc, il a été amputé 2 jours après. Monsieur de 50 ans, c'est pas sympa quand même pour ce monsieur. Il y en a d'autres qui sont morts. Ou qui sont morts à domicile, dans la solitude, de peur d'aller voir le médecin, de peur d'aller voir le pharmacien pour renouveler le traitement, etc., Oui. etc. Et mais c'est tous les jours. Et dans les décès Covid, vous imaginez bien qu'il y en aura beaucoup plus par des non-Covid que par des Covid. Oui, malheureusement. Alors, juste un tout dernier mot sur la dengue. Après, on va vous libérer parce qu'on l'a évoqué, mais c'est tellement important qu'il faut aller plus que l'évoquer. Il y a Eddy, par exemple, sur Facebook, qui nous dit que il a très peu d'informations de l'ARS. En fait, il travaille avec des équipes actuellement pour l'aménagement d'un parc urbain de Bois d'Olive, donc dans le sud, à Saint-Pierre. Énormément de cas de dengue sur place. Il a vu un pompier passer chez les riverains et ils lui ont dit que le parc devait être géré par l'ARS. Il n'a rien vu venir jusque-là. Alors bon, ça c'était pour saluer Eddy, parce qu'il nous suit actuellement et qu'il s'intéresse à cette problématique de la dengue. Quel conseil donneriez-vous aux patients là qui viennent vous voir justement et qui hésitent, parce que c'est vrai que les maladies se ressemblent, et même avec la leptospirose, donc forte fièvre notamment, mais c'est surtout la dengue qui gagne du terrain en ce moment. Donc quel conseil vous pourriez donner aux patients? Il y a 2 questions dans votre question. Il y a d'une part, dès que vous avez un cas de dengue, l'ARS, évidemment, c'est son rôle d'aller peut-être diagnostiquer, investiguer sur ce cas de dengue et les cas qui sont autour de ce cas. Par rapport du parc urbain, mais s'il n'y a pas eu de cas, je pense que c'est l'ARS dans un autre domaine, c'est-à-dire les ex-DAS, qui s'occupent normalement d'éviter d'avoir des points d'eau stagnantes, etc. Donc il y a 2 questions celle-là. Oui. Mais normalement, l'ARS, je crois qu'ils font bien leur boulot. Si vous avez un cas, l'ARS va enquêter et puis prendre des mesures, normalement, au niveau de ce cas-là. Oui. Et les conseils peut-être, de toute façon, consulter.
Alors, les conseils pour éviter la progression des moustiques, on les connaît tous. Hein, Oui. Éviter les réservoirs d'eau. Et puis, pour l'éviter, se protéger des moustiques. Quant aux signes, effectivement, tout ça, ça se ressemble. La grippe, leptospirose, la simple grippe, le Covid. C'est très compliqué pour le soignant. C'est très compliqué en téléconsultation. C'est pour ça que je vois pas bien comment on peut voir ce genre de patient simplement en téléconsultation, sachant que les symptômes ont l'air quand même bien au-delà de la toux et de la fièvre. Donc compliqué tout ça. Je crois qu'à ce jour, tout le monde fait son maximum quand même dans la gestion de la crise. On réglera les comptes et on essaiera de trouver des propositions positives et constructives pour la prochaine épidémie, car il y aura une prochaine épidémie. Mais en attendant, je crois qu'il faut continuer à se protéger nos anciens, protéger toutes les personnes à risque, et puis ne pas rentrer dans un grand délire de peur mais il faut quand même respecter la loi, parce que la loi c'est quand même la préfet et l'État, et que celui qui enfreindrait la loi serait coupable de... Alors, Philippe de Chazourne, si vous avez encore 2 minutes, je ne sais pas si c'est le même Eddy que sur Facebook, mais il y a un Eddy qui aimerait vous poser une question en direct. Je suppose que c'est sur la dengue, puisque c'est bien lui, me confirme Mandy. Oui, bonjour, c'est bien moi. Eddy. Bonjour tout le monde, bonjour docteur. Bonjour. Je voulais un peu plus approfondir la question sur la dengue, parce qu'actuellement, on travaille sur l'aménagement du parc urbain de Bois d'Olive. Ça va faire 15 jours, une semaine, 15 jours qu'on est là-bas. Et lundi, quand j'ai redémarré l'activité, il y avait les pompiers qui passaient chez le riverain pour regarder, pour prévenir qu'il y avait énormément de cas de dengue sur Bois d'Olive. Et moi, je leur ai demandé sur le parc, puisqu'on est actuellement sur le parc, il y a des points d'eau partout, il y a de l'eau stagnante partout, de l'herbe qui fait 1 mètre, enfin vraiment lamentable le parc, mon nom le refait, bref. Et ils m'ont bien dit, le parc c'est pas nous qui gérons, c'est l'ARS. Depuis une semaine qu'on est là-bas, j'ai demandé à mes équipes, ils ont jamais vu passer quelqu'un de l'ARS pour regarder. Donc nous, bien sûr, on donne tout ce qu'il faut pour se protéger, mais il y a personne. Donc que fait l'ARS? Parce que d'accord, il y a le cas de Covid actuellement, mais il faut pas oublier que la dengue, elle est là quand même avant. Et il y a de plus en plus de cas quand même. Et c'est important de le rappeler. Merci Eddy. Et on va conclure là-dessus, docteur Philippe de Chazourne. Ça confirme un peu ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Que fait l'ARS sur la question de la dengue? C'est la question qu'on se pose. Alors, je suis très étonné que ce soit les pompiers qui viennent. Pour moi, c'était l'ARS qui devait avertir les personnes, la population. Alors, les pompiers, pour préciser cela, sont en contrat avec l'Agence régionale de santé pour les opérations de démoustication. Je trouve ça lamentable parce que les pompiers ont tellement de missions de santé publique à faire et je trouve ça incroyable que l'ARS délègue. Vous m'apprenez quelque chose. Quant au point précis du parc urbain, vous savez, il y a quelque chose qui marche très très bien avec l'ARS, c'est le courrier des lecteurs des différents médias. Sans agressivité, simplement, voilà, je n'ai pas réussi à joindre l'ARS pour X raisons. Je vous signale beaucoup de points d'eau, etc., d'eau stagnante, et vous verrez que l'ARS réagira tout de suite. C'est le meilleur moyen. Mais sans agressivité, de façon posée et de façon constructive. Je pense qu'on se protège tous en passant par des médias pour lesquels on n'a pas forcément accès facilement. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci Eddy. Merci docteur Philippe de Chazourne. Donc vous êtes médecin généraliste, vous êtes aussi régulateur au Centre 15, président de Med Océan.